enfin vous faire une vidéo. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais vous faire des vidéos régulièrement, mais ces derniers mois, j'ai pas vraiment eu le temps. Ou alors j'ai eu le temps, mais j'avais pas envie. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo si j'ai pas vraiment la motivation de le faire. Vous allez le sentir, ça va pas être cool, donc voilà. Je préfère tourner quand vraiment je le sens. Et là, je le sens. Donc oui, ça fait 2 mois, mais vous allez avoir une longue vidéo. Ça compensera. Alors, aujourd'hui j'allais vous... Alors je sais pas trop si je vais vous faire un bilan de janvier-février, ou un bilan de début d'année. On verra. Un bilan en tout cas. J'ai commencé mon année en lisant des mangas, donc le tout premier livre que j'ai terminé c'est le 3e tome de One Piece. Alors j'ai commencé l'année dernière One Piece. J'aime bien, c'est sympa. J'ai fait une petite pause, il faudrait que je reprenne, mais je pense que si je reprends, je vais essayer de tout lire d'un coup. Enfin tout lire d'un coup. Lire arc par arc. Histoire de pas trop hacher la lecture. Donc voilà, il faut que je sois vraiment motivée pour reprendre. Pour l'instant j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages. Ça va, on va dire que les tomes 2 et 3 ne sont pas les plus palpitants. Les personnages ne sont pas les plus charismatiques. Mais on va dire que le premier tome accrochait suffisamment pour que j'ai envie de continuer. Juste pas pour l'instant. Puis j'ai lu le tome 1 de Naruto, pas mal. J'ai très envie de continuer aussi, d'ailleurs j'ai un élève qui m'a prêté les 2 tomes suivants, qu'il faudrait que je lise, pour pouvoir lui rendre. Oui. Oui, oui. Que ce soit les élèves ou les amis, vous ne savez pas ce que vous faites quand vous me prêtez des livres. Ouais. Donc oui, c'était plutôt sympa aussi. Alors comme One Piece, j'ai bien aimé le côté léger et le côté sérieux. J'ai trouvé que l'alliance des deux fonctionnait bien. J'aime les graphismes des deux. J'aime bien que dans Naruto, il y a une sorte d'école. Ça, c'est sympa. Il y a la même chose un peu plus loin dans un autre manga que j'ai lu. Juste après Naruto, j'ai lu Spy X Family, je suppose que ça se dit comme ça, le tome 1. C'était celui que j'ai préféré parmi les 4 que j'ai lus en tout début d'année. J'adore l'intrigue, j'adore les personnages, j'adore l'histoire, le scénario, j'aime tout. Donc voilà, il fonctionne très bien celui-là. J'aimerais bien pouvoir... Enfin, c'est la série que j'ai le plus envie de continuer, parmi les mangas que j'ai commencé. Comme pour les précédents, j'ai bien aimé l'équilibre entre légèreté et sujet un peu plus lourd. J'aime bien le côté très... comment dire comment dire ça? Il y a des moments qui sont assez drôles parce que les personnages font des trucs hallucinants et ils le font avec une classe et une légèreté qui contrastent avec ce qu'ils sont en train de faire, on va dire. Et j'aime particulièrement le personnage d'Anya que je trouve très mignon. Et le dernier manga que j'ai lu c'est My Hero Academia, donc le premier tome aussi. Là aussi il y a une école, du coup j'aime beaucoup. Et là aussi j'ai bien aimé l'intrigue. Ça a l'air sympa. Faudrait que je continue. Mais je pense que le premier que je vais continuer ce sera Spy X Family du coup. Parce que c'est celui qui m'a le plus accroché. Puis je me suis lancée dans ma première série de l'année. Série que j'ai lue pour le challenge SFFF. Mishka, tu dis bonjour? Mishka vous dit bonjour. Elle est très heureuse de vous dire bonjour, ça se voit. Hein. Voilà, on la laisse tranquille. Donc la première série que j'ai... Alors, pour moi c'est une série que j'ai achevée, mais en réalité c'est pas une trilogie, c'est une série plus longue, puisqu'elle a été rallongée par la suite. Donc je l'ai pas vraiment finie. Mais bon, vous savez comme je triche. Donc tout va bien. Bon alors j'ai pas triché pour ce challenge, hein. Je l'ai pas compté du coup comme une trilogie, mais pour moi c'est une étude. Donc j'ai lu la trilogie d'origine de Fondation, ou Foundation en anglais, d'Isaac Asimov, et j'étais tellement contente d'enfin lire cette trilogie. Donc le premier tome s'appelle Foundation, il a été publié en 1951, donc il est rentré dans lire un roman paru avant 1990 en VO, dans le challenge SFF du coup. Alors je crois que celui-là je l'ai lu en papier, en numérique, je l'ai lu sur Scribd. Scribd égale la vie, hein, voilà. Et alors si j'essaie de vous résumer, ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même. Alors d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que juste avant de lire Foundation, j'avais relu How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss, donc comment le Grinch a volé Noël, je suppose que c'est le titre en français. C'est très très court. Voilà, ça donne ça. Et j'aime beaucoup cette petite œuvre. Du coup, je me la suis relue rapidement et c'était très sympathique. Donc, un petit résumé de Foundation, si on y parvient.
En gros, le psycho-historien Hari Seldon annonce que l'Empire Galactique a prospéré pendant des... Alors je crois que ce sont des milliers d'années, hein. Oui voilà, pendant 12 milliers d'années. Mais que là, ça y est, il va s'effondrer et que pour prévenir, ou en tout cas pour compenser cet effondrement, il va falloir créer ce qu'on va appeler Foundation, donc une espèce de société, je sais pas trop comment le... Ouais, ils appellent ça une fondation, qui va permettre de changer le destin de la galaxie. Et alors, c'est super original, c'est très prenant. Ça peut être un peu compliqué parfois, mais le premier tome ne l'est pas tellement. J'ai adoré qu'on parle à la fois de sciences exactes et de sciences humaines, puisque là on va parler de mathématiques, de physique, mais aussi... Alors la psychohistoire, du coup ça mélange la psychologie et l'histoire, c'était génial. J'ai vraiment adoré ce premier tome, il était formidable. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit trop bien, vu comme j'ai aimé, je vais pouvoir binger toute la série, puisque cette année, je vous le rappelle, je binge mes séries. Et j'ai adoré le personnage de Salvor. Alors Salvor, j'ai mis Salvor Hardin. Il me semble que c'est ce personnage qui apparaît le plus longtemps, puisqu'en fait on va suivre les personnages sur plusieurs milliers d'années. On va suivre les personnages sur des milliers d'années, ce qui fait que c'est pas forcément évident de s'attacher à eux, je trouve. Et donc c'est ma première série SF de 2022, je suis trop fière. Oui, alors j'avais commencé par dire que c'était un livre qui m'intimidait parce que bon, c'est un grand classique de la science-fiction, c'est un livre qui est réputé compliqué à comprendre, c'est une assez longue série puisque en fait elle comporte 6 tomes, maintenant qu'elle a été rallongée, puisque il y a encore 6 tomes. 7 je crois, puisqu'il y a 2 préquels et 3 autres livres, il me semble. Foundation, Publication Order. Oui, alors moi je les lis dans l'ordre de publication, c'est-à-dire que j'ai lu la trilogie d'origine et ensuite je vais continuer avec la suite de Fondation. Donc il y a bien 2 tomes suivants et il y a bien 2 préquels. Donc je vais continuer avec Foundation's Edge et Foundation and Earth et je lirai les préquels ensuite. Vous pouvez aussi les lire par... alors commencer par les préquels, puis lire la trilogie, puis lire la suite. C'est vous qui voyez. Moi je suis un peu tarée sur les bords, donc j'aime bien lire dans l'ordre de publication. Donc voilà, c'était pas du tout difficile à comprendre, c'était même plutôt sympa et plutôt prenant. C'était super original. En fait, j'ai eu l'impression, vu que je lis aussi, enfin j'ai commencé à lire la série Dune l'année dernière, j'ai l'impression que Dune et Fondation sont l'opposé en fait l'un de l'autre, puisque Dune va se concentrer sur une société où les robots et la technologie ne sont plus utilisés et où on est plutôt dans une espèce de mysticisme et dans une espèce de une société où on va essayer de ne plus utiliser de machines en fait. Et Foundation, ce sera plutôt l'inverse, on va se concentrer sur la science, sur les machines et la technologie qui vont permettre de changer le dessin de la galaxie. J'ai adoré le concept de psychohistoire et le fait qu'on puisse prédire le futur des sociétés grâce à ça, puisque c'est ce qu'Hari Seldon fait, en fait il prédit le futur de la société, de l'Empire Galactique. Et ce sont ces prédictions qui vont permettre ensuite aux personnages qu'on va suivre sur des milliers d'années, alors pas sur des milliers d'années sur le premier tome, hein, sur des milliers d'années sur la série complète, c'est ce qui va permettre donc de... Enfin ce sont ces personnages en fait qui vont voir si les prédictions se réalisent ou si on prend d'autres embranchements, si Hari Seldon avait prévu ce genre de choses, tout ça. Là c'était aussi très intelligent, puisque même si on comprend tout, ça reste vraiment intelligent en fait. C'est pas intelligent au sens où on utilise du jargon et on essaie d'être très scientifique et d'être très... et de perdre le lecteur, c'est plutôt intelligent au sens où au fur et à mesure tout va s'emboîter parfaitement et tout va être cohérent et à la fin du livre on se dit ah mon dieu mais c'était tellement... Parce qu'il y a des moments aussi où on se dit est-ce que ce serait pas un peu tiré par les cheveux, est-ce qu'on n'est pas en train de partir sur quelque chose qui va en fait se déliter au fur et à mesure, et pas du tout, ça reste cadré on va dire. Et j'ai aussi noté que j'aimais que ça ait l'air très très mathématique, puisque bon, ce sont quand même des calculs et le fait de prédire grâce aux statistiques, ce genre de choses, statistiques entre guillemets, donc prédire grâce aux mathématiques, et en même temps ça reste assez psychologique. Oui, alors là j'ai parlé d'un élément, mais je sais pas si je peux vous en parler, puisque c'est un peu un spoiler. Sachez juste qu'il y a un élément qui est utilisé dans cette série, j'ai adoré. Parce que cet élément unit deux choses qui, normalement entre guillemets, sont opposées, et là, elles deviennent... Comment dire ? Elles deviennent une seule et même chose.
j'ai trouvé ça génial. Mais je ne peux pas vous en dire plus, donc voilà. J'ai pas envie de vous spoiler, vraiment pas. Comme je vous l'ai dit, comme on suit les personnages sur des centaines d'années, c'est un petit peu compliqué de s'attacher à eux, puisque, il me semble qu'on ne suit par exemple Salvor Hardin que dans les deux premières parties. On suit des personnages différents en fait à chaque fois. Et donc, voilà, je me suis dit, ah oui, mais si on commence à avoir tout un tas de personnages qui arrivent au fur et à mesure et les autres disparaissent, puisque forcément ils meurent sur des centaines d'années, pas sûr que pas sûr que ça fonctionne. Alors du coup j'ai découvert récemment que les personnages c'est vachement important pour moi. Bon, je le savais déjà, mais du coup de plus en plus en fait les personnages sont prégnants. Bien sûr l'intrigue doit être bonne et l'écriture aussi, mais c'est vrai qu'il y a un espèce de lien que j'ai avec les personnages. Il faut qu'il y en ait au moins un qui se détache, pas forcément que je l'apprécie, mais qu'il soit... En fait, il faut que les personnages soient réalistes, qu'ils soient complexes, qu'ils soient vivants sur la page, que je les apprécie ou pas. Puisque dans The Secret History, par exemple, je n'ai apprécié aucun des personnages, ils sont tous insupportables, pour autant c'est un de mes livres préférés. Mais c'est parce que les personnages sont vivants, ils sont réalistes, ils sont vrais, entre guillemets. Donc voilà. J'ai donc parlé ensuite de Salvor Hardin, qui je trouvais très intelligent, et oui, c'est le seul personnage qu'on suit en fait de sa jeunesse à son âge, à son vieillage on va dire, et il est assez drôle. Ce qui est pas mal, puisque bon, dans un livre aussi sérieux entre guillemets. D'ailleurs, parlant de sérieux, ce livre est quand même réputé difficile à lire pour son écriture, tout ça, et en fait, et même l'écriture est considérée comme assez sèche et assez difficile à apprécier. Moi je l'ai trouvé plutôt simple. Ce sont peut-être les concepts qui sont plus compliqués, mais sinon l'écriture en elle-même est simple. Et c'est pas forcément mauvais, en fait, il y a des lecteurs qui considèrent que c'est plus une écriture qui porte l'histoire et les personnages et c'est tout. Moi je trouvais que c'était plutôt une écriture pas mal. En tout cas elle est pas mauvaise. Il y a même des citations que j'ai conservées. Donc non, franchement c'était pas mal. C'est pas compliqué à lire, même si c'est pas particulièrement poétique et particulièrement inoubliable comme façon d'écrire. Mais c'est pas mauvais, vraiment pas. J'avais noté que j'avais adoré les 4 premières parties, donc vraiment le premier tome de Foundation est vraiment très bon. J'ai eu juste du mal avec la dernière partie, puisqu'il y en a 5. Puisqu'on là, les protagonistes vont être des marchands, et voilà, je pense que j'ai juste du mal avec ce genre de personnage, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que les priorités vont glisser vers autre chose. Je sais pas, en tout cas je préférais suivre des personnages comme Salvor Hardin. Peut-être aussi que c'est parce que Salvor Hardin dans la 5ème partie n'est pas là, et donc le personnage principal de cette partie doit lui succéder, et c'est un petit peu compliqué pour lui de succéder à ce personnage que j'adorais. C'est peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas c'était un petit peu moins bon, mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé le livre. Donc c'était un super premier tome de série. J'ai donc enchaîné avec Foundation and Empire, mais cette fois je me suis dit... Je ne vais pas le lire en numérique sur Scribd, je vais l'écouter. Alors, je ne sais pas si c'était la meilleure idée du siècle, parce que écouter de la science-fiction, comment dire, c'est un petit peu compliqué. Parce que il y a un vocabulaire particulier qui est employé, il faut suivre, et je n'arrive pas à juste écouter et ne rien faire. Donc il faut que quand j'écoute un audiobook, je fasse autre chose. J'avais pour autant très envie de me remettre à l'audio, du coup, bon, j'ai tenté avec Foundation and Empire. Donc j'ai eu un petit peu plus de mal, je pense parce que j'ai écouté et pas parce que j'ai lu. Je sais que j'ai loupé certaines choses, c'est, je pense, impossible pour moi d'écouter un audiobook et d'être 100% concentrée à chaque fois. Je suis pas du tout une bonne auditrice. Je suis une bien meilleure lectrice, j'aime quand je vois les mots sur le papier en fait. J'aime pouvoir annoter, j'aime pouvoir écrire dans mes livres, j'aime tout ça. Et en audio c'est pas possible. Donc forcément c'était une moins bonne expérience. Pour autant j'ai été transportée dans le livre. J'avais pas envie d'arrêter d'écouter. J'ai été immergée dans l'univers. Et j'ai bien aimé le narrateur. Donc je pense que c'était William Hope, le narrateur de Foundation. Et c'était vraiment bon. C'était un bon narrateur. J'ai compris que ce deuxième roman était en fait composé de 2 nouvelles. C'était The Dead End and the Mule. Donc on va suivre 2 histoires qui vont à un moment donné bien sûr être connectées, sinon ce serait pas mis dans un même livre. À nouveau on suit différents personnages. Et oui, globalement j'ai bien aimé. Alors j'ai aimé The Dead End parce qu'on introduit une notion particulière dont je ne peux pas vous parler parce que... voilà. C'était toujours aussi intelligent, c'était toujours très politique, parce que je vous l'ai pas dit, mais le premier tome est bien sûr très politique, puisque le fait qu'Harry Seldon ait
prédit la chute de l'Empire. Évidemment, les politiciens se disent oui, bien sûr, c'est ça, on y croit. Et il va y avoir toute une organisation politique en fait. Est-ce qu'on accorde le droit aux psychohistoriens de créer Foundation ou pas? Est-ce que Foundation fait partie du système galactique, de l'Empire galactique ou pas? Comment ça va fonctionner au niveau politique? Ça aussi c'était très intéressant du coup. Je ne peux pas vous parler de ça parce que c'est un spoil. Dans le premier tome, on suivait, c'est sans doute aussi pour ça que j'adorais les 4 premières parties, on suivait des scientifiques, donc des gens qui savaient de quoi ils parlaient au niveau de Foundation, de comment ça fonctionnait, tout ça. Ici, on va suivre des personnages qui n'en sont pas. Donc j'ai eu un petit peu plus de mal avec eux. Pour autant, je me suis quand même attachée à Dusembar. Et je ne sais même pas pourquoi. Parce que il n'y avait rien de spécial, je trouve. Et pour autant, en fait, je pense que j'avais besoin, comme je vous l'ai dit, de ce personnage qui a un truc en plus. Et c'est sur lui que je me suis focalisée du coup. Donc ça, c'était pour The Dead End. Et pour The Mule, là, je me suis attachée à un personnage féminin qui apparaît. Pour une fois, c'est le premier personnage principal féminin de la trilogie. C'était Beta. Je ne peux pas vous parler de ça parce que c'est un spoiler. Et on introduit ici un nouveau personnage. Et là encore, je ne peux pas vous dire parce que je vous spoil, mais on va dire que ce personnage introduit une... Peut-être qu'il va mettre en danger en fait l'espèce de prédiction qu'avait fait Harry Seldon sur des millénaires. Je ne vais rien vous dire de plus, mais voilà. La fin était assez intéressante. Vu que j'avais un petit peu de mal avec le... En fait, j'ai eu un petit peu de mal avec le corps du texte, on va dire, tout au long. J'ai beaucoup aimé la fin et ça m'a aussi donné envie du coup d'écouter la suite. Ce que j'ai fait évidemment tout de suite. Alors, vraiment la fin, je crois, c'était proche de cliffhanger en fait. Parce qu'on vous introduit un nouvel élément et on vous dit « Hey, non, ce sera dans le tome suivant ». Merci. Donc, je suis tout de suite passée au tome suivant, qui s'appelle Second Foundation, et que j'ai aussi écouté en audio sur Scribd. Donc c'est celui que j'ai le moins aimé. Bon, encore une fois, je vous l'ai dit, je l'ai écouté en audio, donc je l'ai écouté en audio, oui. Très belle façon de dire deux fois la même chose, bravo. Donc je l'ai écouté, donc forcément, j'étais pas forcément à fond. Mais le problème aussi de ce tome, c'est que les personnages vont tourner en rond pendant super longtemps, et moi j'avais envie de leur dire, non mais sérieusement les gars, mais juste avancez en fait. Parce que là... L'intrigue tourne en rond parce que vous tournez en rond. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime bien quand... Bon, certes, ils tournent un peu en rond parce qu'ils savent pas trop où ils vont. Mais on avance quand même. Là, j'avais vraiment l'impression que pendant tout le livre, jusqu'à la fin, on tournait en rond. Et bon, voilà. C'était pas du coup super intéressant. C'était toujours aussi intelligent et c'était toujours prenant, mais pour autant, moins que les tomes précédents, du coup. Forcément, il y a eu un effet de comparaison. Et j'ai aussi eu l'impression que c'était une succession de twists qui permettait de revenir au départ en fait. C'est-à-dire, on avance, oh, twist, mais du coup on revient au début. On avance, oh, rebondissement, donc on revient au début. Enfin, voilà, c'était un petit peu agaçant. Quand la fin est arrivée, du coup j'en avais un peu marre de cette espèce de schéma qui se répétait. Mais j'ai bien aimé la révélation finale. Je ne peux pas vous en parler du coup. Mais je pense que vous avez compris du coup, vu le titre, qu'il va y avoir quelque chose à propos d'une deuxième fondation, d'une seconde fondation. Je ne vais pas vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Arcadie, qui comme Beta est le seul personnage principal féminin du roman. Donc c'est la deuxième protagoniste féminine dans la trilogie. C'est une jeune fille, donc on a une espèce de quête pour une espèce de roman d'apprentissage entre guillemets, puisque... au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on comprend, enfin le narrateur nous fait comprendre qu'elle n'est plus une enfant. Il y avait aussi autre chose, mais je ne peux pas vous dire. On a le personnage de Temio qui revient ici, et du coup là j'ai eu un peu de pitié pour lui quand même à un moment donné. Je vais pas vous dire pourquoi, mais il m'a fait un petit peu mal au cœur. Et voilà, c'est un univers toujours aussi fascinant, le narrateur est toujours aussi bon. Simplement, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à suivre, ça tournait en rond, et voilà. Je n'ai pas pu continuer cette série en audio puisque elle n'est pas disponible, enfin les autres tomes ne sont pas disponibles sur Scribd. Tristesse, désespoir, je n'abandonne pas pour autant la série. Pour moi c'était une trilogie à l'origine, donc je suis
Foundation's Edge. Et du coup, j'ai compté Foundation and Empire pour lire un livre de moins de 400 pages et j'ai compté Second Foundation pour commencer ou continuer une saga. Je voulais compter cette trilogie pour enchaîner les 3 tomes d'une trilogie, mais comme elle a été rallongée par la suite, ce n'est plus considéré comme une trilogie, donc je n'ai pas lu. Mais j'étais fière quand même d'avoir lu toute tous ces tomes d'affilée. Ça faisait super longtemps que j'avais pas bingé une série, donc voilà, j'étais fière. Donc globalement j'ai beaucoup aimé Foundation. J'ai perdu en qualité de lecture à cause du format audio, mais en fait au moment où j'ai lu ces livres, j'étais dans une période où en fait j'avais envie de lire mais j'y arrivais pas du tout, et l'audio m'a permis de reprendre la lecture du coup, de reprendre la lecture à un rythme qui me convenait, parce que du coup je lisais pratiquement pas. Et c'était la tristesse, parce que voilà, la lecture m'a beaucoup manqué en fin d'année 2021, et elle m'a aussi beaucoup manqué du coup début 2022, donc j'avais pas envie que ça recommence. J'ai préféré passer à l'audio. Ça a fonctionné. Peut-être qu'un jour je relirai du coup cette trilogie d'origine, si jamais j'en ressens le besoin. Mais bon, je pense que j'ai quand même réussi à capter toutes les informations et à vivre quand même l'histoire, même si c'était juste en audio. Donc voilà, nous verrons. Mais j'avais besoin de cette transition, on va dire, pour reprendre vraiment un rythme de lecture soutenu. J'ai continué sur l'audio juste après, puisque j'ai lu Dearly, j'ai écouté Dearly, de Margaret Atwood. Donc c'est son dernier recueil de poèmes. C'était assez émouvant, puisque elle était la narratrice. Et il y a certains poèmes qui étaient juste magnifiques. Je me souviens de Songs for My Murdered Sisters, qui est particulièrement émouvant, je trouve. Alors c'est un recueil qui va évoquer les grands thèmes de Margaret Atwood, notamment le féminisme, et c'était juste top. Voilà, je ne sais que vous dire, c'était beau. Alors l'entendre de sa voix, elle, c'était encore mieux. Et c'était émouvant, enfin voilà. J'ai très très envie d'avoir le recueil en papier pour pouvoir l'annoter. Voilà, est-ce que j'ai dit autre chose sur ma chronique Goodreads? Je regarde tout de suite pour vous le dire. Oui, alors j'ai quand même listé les thèmes abordés. Donc il y avait, comme d'hab, la vie, la mort, la douleur, l'amour, le deuil aussi, et la condition des femmes. Donc voilà, Songs for My Murdered Sisters était particulièrement touchant. Vraiment, c'est celui qui m'a le plus happé, mais globalement, ils étaient tous d'une très bonne qualité. J'ai ensuite fait une petite pause dans l'audio. J'ai lu The Lover's Dictionary de David Levithan. Je suppose que ça s'appelle dictionnaire amoureux, je ne sais pas. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, je vais regarder tout de suite. On va regarder directement, ça ira mieux. Oui, j'ai aussi abandonné pas mal de livres. Je vous en parlerai peut-être après. Dictionnaire d'un amour en français. Donc The Lover's Dictionary de David Levithan, qui était excellent. J'ai adoré. J'ai surtout aimé le format en fait, puisque ça se présente vraiment comme un dictionnaire. On a des entrées, des mots, et le narrateur va nous raconter une scène de son histoire d'amour. Alors on comprend qu'ils se sont séparés à un moment donné, ou même qu'ils sont séparés actuellement, c'est pas très très clair. Mais en fait, c'est pas du tout linéaire. On n'a pas la naissance de l'amour et la fin de l'amour. C'est vraiment c'est très haché en fait. Je ne sais plus quel est le mot avec lequel on commence. J'ai trouvé ce livre assez émouvant dans les espèces de vagues qu'il formait. Ça montrait bien la fluctuation, les fluctuations amoureuses. J'ai vraiment trouvé qu'il était... Enfin, le format se prêtait bien en fait au sujet. J'ai aussi trouvé que c'était très bien écrit. J'ai annoté pas mal mon édition digitale, du coup, hein, je l'ai lu sur Scribd. Et comme je vous le disais, les fluctuations amoureuses, donc en fait ça parle de différentes étapes de l'amour. On a la naissance, mais on a aussi la douleur, on a un moment, une histoire d'infidélité ou d'adultère. On a la résilience, la tentative de reprise. J'ai l'impression qu'au fil du livre, il y a des articles qui se répondent. Par exemple, il y en a un à un moment donné où on dit que bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Et je me souviens que la phrase se termine sur We were not meant to be, ou un truc comme ça. Et plus loin, il y a un nouvel article qui revient et qui dit, on reprend le dialogue, We were not meant to be, et la personne répond que en fait, si, qu'il faut se battre pour cet amour et que c'est pas juste simplement bon, t'as fait une erreur, allez, c'est fini. Donc voilà. C'était vraiment bien fait. Pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre, à part que vraiment il était très bien. Et il se lisait super vite, ce qui m'a pas mal aidé aussi à reprendre la lecture comme je vous le disais. J'ai ensuite lu Anthologie du poème court, donc Haïku, Anthologie du poème court japonais, qui est donc un recueil de haïku. Alors là ce sont les haïkus classiques il me semble.
je crois. Alors je les ai lus grâce à une amie qui est aussi une collègue qui m'a fait écrire des haïkus puisqu'elle a organisé un concours et elle m'a dit allez vas-y participe. Et moi j'étais un petit peu en mode non mais tu sais moi les haïkus c'est pas mon truc. Et donc elle m'a créé une petite atmosphère avec de la musique zen et tout ça pour que j'entre, comment dire, pour que je me sente un peu plus inspirée. Et ça a très bien fonctionné puisque encore aujourd'hui j'ai écrit des haïkus parfois, ça vient et hop voilà. Et du coup comme Mathilde m'avait prêté 2 anthologies du haïku, je me suis dit que c'était le moment d'en lire au moins une. Et donc j'ai lu les haïkus classiques et j'ai encore les haïkus modernes qui m'attendent. Et donc voilà, c'était top, hein, que vous dire, c'était très sympathique. J'ai aimé découvrir en fait cette forme de poésie parce que j'étais pas très réceptive au début au haïku. Et en fait certains sont vraiment courts mais percutants. J'aime beaucoup la chute de certains. Certains sont très doux et pourtant certains sont très presque violents en fait, presque brutaux. Et j'en ai noté pas mal qui étaient beaux. Je vais peut-être essayer de vous en trouver un. Il y en avait un avec un chat qui était parfait. Mais bien sûr je ne vais pas vous le retrouver sinon c'est pas drôle bien sûr. Non, je vais pas vous en retrouver, mais voilà, c'était une très bonne anthologie. Et enfin, le dernier livre de janvier, c'était Pensez-vous vraiment ce que vous pensez de Marianne Chaillan. Alors, j'adore Marianne Chaillan, vous le savez je pense, si vous êtes là depuis un petit moment. Je trouve qu'elle est géniale. Elle parle de sujets variés et elle les relie toujours. Je n'ai pas fait la chronique, je suis une abrutie. Elle les relie toujours à la philosophie. J'ai lu plusieurs de ses livres, j'ai lu Ainsi Philosophie Amélie Nothomb, j'ai lu son livre sur la saison 8 de Goth, j'ai lu In Pop We Trust, et voilà, j'ai trouvé Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser, je l'ai pris, je l'ai lu tout de suite. Alors là on se concentre plus sur la morale, et le lecteur va découvrir quel type de morale correspond à son éthique on va dire. Alors il y avait morale minimaliste et morale maximaliste il me semble, et c'était passionnant. Bon clairement je suis 100% dans la morale minimaliste, hein, mais c'était passionnant de découvrir l'autre type de morale. C'était aussi un livre dont vous êtes le héros entre guillemets puisqu'elle vous redirige, plus vous répondez à des questions et plus elle vous redirige vers certaines sections du livre qui vous correspondent davantage. Donc voilà, ce livre était très bien évidemment comme tout ce que fait Marianne Chaillan, j'ai envie de dire. Et j'ai appris pas mal de choses et ouais voilà, clairement je suis parfaitement raccord avec ma propre éthique donc c'est parfait. Voilà. Ça permet aussi, entre guillemets, de réviser sa philosophie, les grands philosophes moraux par exemple. Ça a aussi augmenté ma palle, puisque Marianne Chaillan pour la morale minimaliste parle d'un philosophe en particulier que je ne connaissais pas du tout, et qui a écrit pas mal d'essais sur ce type de morale, ou en tout cas qui correspondent à ce type de morale. Du coup, voilà, je vais les lire, évidemment. Donc c'est par ce livre que s'est achevé mon mois de janvier et je vais regarder combien de temps il me... Ouh, mais j'ai le temps de vous faire aussi le bilan de février. Ouh, joie, bonheur. C'est parti. En février, j'ai eu énormément de mal à lire en février. C'était le mois de l'horreur. Enfin, la première partie du mois était le mois de l'horreur. Et la deuxième partie du mois était vraiment beaucoup mieux. Beaucoup mieux. D'ailleurs, il me semble que j'ai lu un seul livre pendant la première partie du mois, donc ça vous dire. Hein. J'ai lu Vivre vieux et gros de Michel et Leslie Play. Michel est un chat, Leslie est sa maîtresse ou son esclave, hein, ça dépend comment vous voyez les choses. Et donc c'est l'histoire d'un chat qui explique comment vivre vieux et gros. Voilà, le but de la vie c'est ça, pour un chat. Ok. C'était super rapide à lire, ça faisait une bonne petite pause détente. C'était drôle, donc voilà, c'était très vite ingéré on va dire. Et j'ai eu une lente traversée du désert. Très lente. Très... Voilà, pas ouf, comme on pourrait dire. Et pendant cette traversée du désert, j'ai lu 2 livres en particulier qui ont duré tout le mois. Donc j'ai lu par exemple la petite anthologie de la poésie française qui m'a été offerte par une amie, que je lisais petit à petit, par exemple pendant les quarts d'heure lecture ou dans des moments où j'avais pas vraiment envie de lire quelque chose de trop long. Je prenais cette petite anthologie. Il y avait des passages merveilleux, j'allais dire merveillantissimes, ça n'existe pas mais on s'en fout. Il y avait des passages merveilleux puisqu'il y avait il y a Baudelaire, il y a Laforge, il y a Racine, tout était beau. Donc je vais tenter de vous lire un passage, un de mes préférés, ce serait pas mal. Il y avait par exemple L'adieu d'Apollinaire qui est un de mes poèmes préférés.
que je vous ai déjà lu. Il y avait Le lac de Lamartine, Verlaine, je vous ai déjà dit qu'il y avait Baudelaire, mais Baudelaire est vraiment partout dans ce... Eldest Shadow de Nerval. Où est mon extrait préféré? Je ne le trouve pas. Quoi? Comment? Je vous cherche un extrait de Bérénice que je ne trouve pas, c'est la tristesse. Il y avait aussi cet extrait de Britannicus que je vais vous lire du coup. Puisque c'est aussi un de mes passages préférés de la littérature française. Excitée d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes, belle sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, relevaient de ses yeux les timides douceurs. Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que solitaire, de son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Voilà, et c'est Néron qui parle de Junie, et Néron est un personnage, voilà, qu'on déteste, mais Racine lui met de merveilleuses paroles dans la bouche. Donc voilà, il y a tout un tas de magnifiques poèmes. Donc si vous avez envie de vous remettre à la poésie, si vous aimez la poésie, si la poésie c'est pas trop votre truc mais vous avez quand même envie de découvrir, je vous recommande cette petite anthologie qui est vraiment pas mal. Et le deuxième livre qui m'a fait tout mon mois, puisque je l'ai commencé le 31 janvier et je l'ai terminé le 27 février, c'est God Emperor of Dune de Frank Herbert, le 4e tome, qui a pris très cher, le pauvre. Donc voilà. Donc l'empereur dieu de Dune, il me semble que c'est comme ça qu'il est traduit en français. J'ai tant de choses à vous dire sur ce livre, je ne sais par où commencer. Déjà, très heureuse de retourner dans l'univers de Dune, évidemment. J'ai annoté le livre, évidemment. On retrouve la plume de l'auteur, c'était merveilleux. Et en même temps, il y a tout un tas de choses que je ne peux pas vous dire parce qu'on est dans le tome 4, donc je vais forcément vous spoiler. Tentons d'y aller sans vous spoiler. J'ai été très émue par certains passages, c'est pour ça que je les ai surlignés. Il y a un personnage en particulier qui je trouve... Alors, deux personnages en particulier qui je trouve sont très émouvants. L'un que j'étais à la limite de détester parce que voilà. L'autre que j'aime depuis un moment, on va dire. Donc voilà. C'est aussi un peu compliqué de vous parler de ce livre parce que il y a 3000 ans qui se sont écoulés entre le tome 3 et le tome 4. Donc voilà. Il y a tout un tas de choses que je peux pas vous dire. Comment vous en parler sans vous spoiler? C'est le livre que j'ai le moins aimé dans toute la série pour l'instant. Mon préféré reste le tome 1 parce que le tome 1 c'est... Voilà. Ce tome 4 était un peu plus cryptique. J'ai pas tout à fait tout compris. Et je pense que c'était le but. J'ai l'impression que certains personnages sont... Alors, parlent par énigme. Ce qui m'agace au plus haut point et ce qui agace d'autres personnages, donc ça va. Mais du coup, il y a des passages où le lecteur est dans une scène et il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? C'était pas vraiment agréable, autant vous le dire. Surtout que c'était jamais arrivé dans les tomes précédents. Alors il y avait des moments où j'étais un peu en mode qu'est-ce qui se passe, mais c'était expliqué par la suite où je comprenais à peu près. Là, là pas tellement. Pas tellement. Et la fin... Quoi? Il y a aussi des moments où on parle de l'espèce de... Alors ça apparaît des premiers tomes, mais l'espèce de programme génétique de reproduction entre les maisons ou ce genre de choses. Là, ça devient gênant. Voilà. Si ça l'était déjà pas dans les tomes précédents, là ça l'est. Il y a aussi à un moment donné une histoire d'amour. Ah! Et il y a un personnage, ce personnage dont je vous parlais précédemment, que vraiment j'essayais de ne pas le détester. Hein. Alors je ne le détestais pas, mais pour autant il me mettait très mal à l'aise et il m'agaçait pas mal quand même. Donc on n'était pas au niveau de la haine, mais on n'était pas non plus au niveau de l'amour fou, quoi. Donc voilà, sans trop vous en dire, ce tome-là est pour moi le moins bon pour l'instant de la série. Même si, voilà, il y a l'univers de Dune, tout ça.
voilà, on n'y était pas. J'ai les tomes 5 et 6 à lire, je vais les lire en avril. Mais voilà, je voulais binger la fin de Dune et quand j'ai fini ce tome-là, je me suis dit non, on va faire une pause. On va faire une pause parce que c'est... Non, voilà. Mais j'ai quand même été émue par certains passages. J'ai moins annoté du coup ce tome-là que les tomes précédents. Je sais que Dune, le premier tome est annoté de partout. Mais celui-là l'est moins, donc voilà. Alors, j'étais un petit peu déçue du coup, mais ça reste quand même un très bon livre. Oui, donc dans ma chronique sur mon carnet, j'ai quand même noté que le côté sexuel était gênant parfois. Et oui, clairement. S'il y a des passages romantiques ou sexuels dans les tomes précédents, ils sont beaucoup moins gênants qu'ici, où vraiment... Juste non. J'ai fait compter ce livre pour quoi? Bah je l'ai pas fait compter, je suis bête. Ah non, j'ai dû le faire compter pour quelque chose que j'avais déjà utilisé. Donc il ne m'a en plus pas permis d'obtenir des points supplémentaires, enfin de décrocher un nouveau badge pour le challenge SFF. Donc franchement, hein, c'est de la... Je pense que j'ai rien de plus à vous dire sur ce tome, mais je sais que ce tome est assez polarisant. Soit les lecteurs l'adorent, soit les lecteurs le détestent. Alors je ne le déteste pas, mais je ne l'adore pas. Et j'ai à peu près le même avis que mes amis qui l'ont lu déjà. Donc voilà, j'avais un collègue qui me disait « Ah mais c'est mon tome préféré !» Et moi j'étais là « Oh mon dieu, d'accord, bah très bien, bah pas de pression !» Mais oui, non, c'est clairement pas mon tome préféré. Mon tome préféré reste le tome 1 qui est merveillantissime. Ensuite, alors j'ai eu une fin de mois de février où j'ai carburé niveau lecture. J'ai lu Que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfato qui m'a été prêté par une collègue. Alors c'est un livre très très court, mais qui pour autant est très, comment dire, c'est une vraie claque en pleine figure je trouve ce livre. Le sujet, c'est une jeune fille qui est tombée enceinte. Problème, je pense que vous allez comprendre très vite quel est le problème quand je vais vous lire, alors pas vous lire le résumé, mais vous allez comprendre. Donc cette jeune fille est tombée enceinte, elle vit en Irak aujourd'hui et elle n'est pas mariée. Voilà, vous avez compris le problème. Alors, la narratrice ne sera jamais nommée, par contre tous les personnages masculins le sont. Donc en fait, j'ai eu l'impression que ce livre reflétait parfaitement la société de l'Irak rural d'aujourd'hui, comme le dit le titre, où la femme est complètement effacée. Il me semble qu'il y a juste une fille qui est nommée, c'est Leila, sa sœur, mais il me semble même pas que la femme de son frère soit nommée. La mère non plus n'est pas nommée, elle s'appelle juste la mère. Et j'ai trouvé que ce livre était bien écrit. Il y avait des passages poétiques. Le format était bien... Le format reflétait bien l'histoire, on va dire. On a les points de vue de tous les personnages. J'ai trouvé ça top. Et j'ai adoré l'espèce de métaphore filée qui... Enfin, non, c'est pas vraiment une métaphore filée. En fait, dès le début, on nous explique qu'un des personnages est un assassin, alors qu'il ne l'est pas encore. Et c'est à la fin, alors qu'il est sur le point de le devenir, que le livre se termine. Et j'ai trouvé que c'était intelligent. En fait, le livre était formé de manière intelligente. Écrit de manière intelligente. Ça, c'était forcément émouvant, hein, j'ai envie de vous dire, quand vous lisez l'histoire d'une jeune femme qui va mourir. C'est sûr, certains, vous le savez, il n'y a aucune échappatoire. Vous n'assistez pas à sa mort, mais quand même, voilà, c'était forcément émouvant. J'ai pas noté tous les passages qui m'avaient ému, mais je pense que je vais finir par m'acheter ce livre pour l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai trouvé qu'il était... Oui, j'ai trouvé qu'il était percutant en 79 pages. Et quand même, pour être percutant en 79 pages, faut le faire. Surtout qu'il me semble que c'est le premier roman de l'autrice. Donc bravo. J'ai noté qu'il y avait une répétition qui était bienvenue parce qu'elle créait un espèce de rythme. Et justement, j'aime pas normalement les répétitions dans mes œuvres, mais là c'était vraiment très bien fait. La fin était top. Voilà, je vous recommande ce livre, mais sachez que du coup il est assez dur à lire. Comme je vous l'ai dit, c'est une claque et qu'il est assez émouvant aussi. Puisque après cette lecture, j'étais vraiment mal, autant vous le dire. Du coup, comme j'étais vraiment mal, je me suis dit, on va partir sur complètement autre chose. Et je me suis lancée à nouveau dans la série des Murderbot, donc The Murderbot Diaries de Martha Wells. J'ai écouté les 2 tomes suivants en audio et j'ai fini en fait la série en audio, mais je l'ai fini en mars, donc voilà. J'ai donc écouté Rogue Protocol, qui était le tome 3 et qui est mon tome préféré. Alors, comment dire, je ne peux pas vous dire grand chose parce que c'est un tome 3, mais je peux vous dire que j'étais ravie de retrouver Murderbot, de retrouver son ton, de retrouver son humour, de retrouver sa personnalité.
J'ai adoré que ce soit une section unit, donc c'est-à-dire une unité de... Je sais pas trop comment on les appelle en français en fait, j'ai pas... J'ai regardé mais... Je crois que c'est section unit aussi, ils sont pas traduits. J'ai adoré que ce soit une section unit mais qui avait des problèmes de maladie mentale, du genre l'anxiété, la dépression, ce genre de choses. J'ai tout aimé, évidemment. Il y a aussi, comme dans les nouvelles précédentes, parce que ce sont des nouvelles, ce sont des novellas, donc des romans très courts, des récits très courts. J'ai aimé qu'il y ait de l'action, de l'émotion aussi, et il y a un personnage que j'ai particulièrement apprécié de découvrir ici, c'est Mickey, qui est un robot, et Murderbot le découvre, et il y a une espèce de relation qui se tisse entre eux. J'ai beaucoup aimé la fin, et comme tous les tomes de la série, que ce soit les précédents ou les suivants, j'ai adoré la réflexion sur l'intelligence artificielle et la relation entre les robots, les différents types d'intelligence artificielle et les êtres humains. J'ai trouvé que c'était top. Le tome suivant qui s'appelle Exit Strategy était également très bon. Il y a un retour de certains personnages qu'on a vus dans les tomes précédents, donc j'ai beaucoup aimé. À nouveau il y a Murderbot, donc évidemment. La fin était top. Je peux pas vous dire grand chose de plus parce que je risque de vous spoiler et je ne veux pas vous spoiler parce que voilà. Mais oui, donc Exit Strategy était aussi très très bon. Est-ce que j'ai dit quelque chose de particulier sur ce tome? Non, rien de particulier. Alors oui, juste les 4 premières novellas de la série suivent le même schéma. C'est-à-dire que Murderbot est engagé par des êtres humains pour une mission. Donc pour l'instant, on suivait le même schéma pour tous. Ça va changer par la suite. Est-ce que je vous parle de Mars? Allez, je vous parle de Mars. Alors, j'ai fait compter Rogue Protocol pour roman SF écrit par une femme dans le challenge SFF. Et on passe en mars, comme vous êtes heureux, n'est-ce pas, d'arriver en mars? Pour l'instant, j'ai lu 6 livres en mars. Le premier que j'ai lu, c'est How to Build a Dinosaur de Jake Horner, qui m'a été prêté, donc je ne l'ai pas. Vous connaissez, je pense, mon amour pour les dinosaures, puisque depuis que j'ai lu Jurassic Park, voilà, Jurassic Park, c'était merveilleux. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire How to Build a Dinosaur, ou plutôt... la personne qui m'a prêté le livre s'est dit que forcément j'allais apprécier, et effectivement, bien joué. On va nous parler de science, de dinosaures et d'inversion de l'évolution. C'est-à-dire que le projet de Jack Horner est de recréer un dinosaure, entre guillemets, à partir d'un œuf de poulet. C'est-à-dire de créer un Chickenosaurus, en gros. Alors je trouve l'idée à la fois géniale et terrifiante, parce que ça peut amener tout un tas de choses problématiques. Ça peut créer un vrai Jurassic Park, et alors là, on est mal. Mais je trouve quand même que le projet est top. L'auteur parle un petit peu d'éthique, mais en même temps il se concentre pas là-dessus parce que c'est pas ce qu'il veut aborder. Puisque pour lui, en fait, ce qu'il voulait dans ce livre, c'est exposer son projet, dire en quoi c'était possible, parler des étapes, en fait, comment il en est arrivé à vouloir faire ça. Il nous parle d'archéologie, de paléontologie, évidemment, de biologie, de cellules, de comment on retrouve des cellules dans les fossiles, dans les os, en les cassant. Ce genre de choses. Bon, je suis pas sûre d'avoir absolument tout compris parce que je ne suis pas une experte, mais bon, j'ai compris l'essentiel. Et donc l'idée, oui, est de recréer, entre guillemets, de créer un dinosaure, d'inverser l'évolution. Oui, voilà, je trouve ça à la fois terrifiant et génial. Alors, ça n'arrivera pas maintenant. Ce n'est pas encore en cours, ce n'est même pas encore en cours, c'est juste un état de projet. Mais du coup, voilà, c'était super intéressant, rien que ça. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Oui, je suis pas sûre d'avoir tout compris parce qu'il y a des moments où c'était un petit peu technique. Mais c'était quand même fascinant. À la fois le projet et comment on apprend différentes choses dans des domaines scientifiques différents. C'était sympa. C'était fascinant. Rien que l'extinction et les théories sur comment les dinosaures se sont éteints. Ça, c'est top. Et oui, le dernier chapitre se focalisait sur le projet du coup et sur l'extinction. Et j'avais essayé de lire un autre livre sur l'extinction, ça s'appelle Sixth Extinction, An Unnatural History d'Elizabeth Colbert, et j'ai jamais réussi à le finir parce que voilà, l'autrice était... Enfin, le ton qu'elle utilisait et ce qu'elle nous racontait, c'était pas... Ça ne me convenait pas. D'ailleurs, j'ai eu peur au début, parce qu'au tout début, l'auteur nous parle de choses qui n'ont absolument rien à voir avec son projet et avec la paléontologie ou les dinosaures. Et je me suis dit, oui, d'accord, mais allez, on y va, concentre-toi. Hein, on a un sujet à aborder, donc vas-y. Mais donc voilà, c'était un petit peu long, un petit peu long.
Au début j'ai eu peur que ce soit un petit peu long et en fait non, rapidement il se concentre et voilà. Donc voilà, c'était très bien, je vous le recommande si vous avez envie d'en savoir plus. J'ai ensuite repris Murderbot. J'ai écouté Network Effect, le tome 5. Alors, je crois que, voilà, lui, c'est tous les tomes de Murderbot sont des nouvelles, donc des novellas, à part Network Effect, qui est un roman qui fait 350 pages. Donc c'était le premier audiobook que j'écoutais, qui était assez long puisqu'il faisait 12h46. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. En fait, si, j'aurais d'ailleurs pu le lire en 2 ou 3 jours si j'avais pas fait autre chose à ce moment-là. Mais voilà, c'était aussi bien. Alors, je pense que c'est mon... C'est pas mon tome préféré, parce que mon tome préféré reste le tome 3. Mais il était quand même très bon. Alors, on retrouve évidemment Murderbot, son ton, son humour. Il y a un personnage en particulier qu'on retrouve. Il y a pas mal d'émotions aussi dans ce tome, je peux pas vous dire pourquoi, mais quand vous y arriverez, vous comprendrez tout de suite. Pas mal d'émotions parce qu'on a une relation particulière qui est mise en avant. J'ai aimé que ce soit à la fois léger et drôle, comme je vous l'ai dit, l'humour, mais il y a quand même des tons, enfin des thèmes assez lourds qui sont abordés. Toujours la réflexion entre les relations humains et on va dire intelligence artificielle robot. Il y a aussi de l'action et j'ai beaucoup aimé la fin parce que ça se dirige vers quelque chose, on va dire. Et du coup, c'est pour ça qu'en écoutant le tome 6, j'ai été un peu déçue. Donc j'ai écouté Fugitive Telemetry. Alors, non, pas Network Effect, mais si, oui. Network Effect, je l'ai mis dans roman primé pour le challenge 2022. Et challenge SFF 2022. Et Fugitive Telemetry, il a été mis dans roman sorti en 2021. Alors, du coup, c'était le dernier tome paru, puisque le tome 7 n'est pas encore sorti. J'ai un petit peu moins aimé. Alors pas à cause de Murderbot parce que j'adore ce personnage, et pour autant parfois elle est un petit peu agaçante, mais vraiment légèrement. J'ai aimé en fait que dans ce tome elle soit un peu limitée, donc on découvre en fait tout son potentiel et tout son pouvoir qui ne peut pas être exploité du coup dans ce tome. Il y avait un peu moins d'action, et en fait j'ai un peu moins aimé, au sens où j'ai trouvé qu'on revenait dans l'espèce de schéma dont je vous parlais plus tôt, vous savez elle est engagée par des êtres humains et donc elle a une mission et voilà. Alors que dans le roman j'ai l'impression qu'on partait sur autre chose en fait. Donc voilà, j'étais un chouïa déçue. Mais pour autant, c'était top et j'ai vraiment hâte de lire le tome 7. Trop hâte. Donc je vous recommande évidemment de lire Murderbot, voire de les écouter, puisque le narrateur qui s'appelle Kevin R. Free est top. Mais vraiment top. Donc allez lire Murderbot, c'est top. Ça se lit rapidement et du coup vous pouvez compléter une série assez vite du coup. Parce que vraiment c'est... Oui, ça se mange en fait, ça se dévore. Et puis si j'ai écouté aussi de manière aussi... Enfin si j'ai enchaîné ces livres en audio, c'est parce que vraiment j'étais immergée dans l'univers et j'ai eu du mal, après avoir fini Fugitive Telemetry, à lire autre chose parce que du coup, bah déjà je n'écoute plus d'audiobook en ce moment parce que je ne retrouve pas l'attrait qu'avaient les audios de Murderbot, et j'ai eu un petit peu de mal à me plonger dans d'autres romans de fiction. D'ailleurs je l'ai fait, mais en fait il n'y a pas encore de romans qui m'ont autant happé pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si je suis très claire, mais vraiment Murderbot me manque. Et cette série, l'avoir terminée, je suis contente parce que voilà, je suis à jour en fait dans la série. Et en même temps, je suis contente aussi parce que je l'ai bingé, hein, c'est assez rare. Mais je suis un petit peu déçue parce que du coup, j'arrive pas à trouver quelque chose qui compense le manque de Murderbot actuel. C'est pas très clair tout ce que je dis. Alors, le livre suivant que j'ai lu, c'est une nouvelle qui s'appelle The Beast in the Jungle d'Henry James. Donc en français, ça a été traduit, il me semble, par... Ça m'étonnerait pas que ce soit La Bête dans la jungle. Oui, La Bête dans la jungle. Alors, vous savez que j'ai déjà lu Henry James, j'ai lu The Turn of the Screw, que j'ai détesté. c'est le cas. J'ai détesté parce que j'avais pas du tout aimé le style d'écriture, que j'attendais clairement autre chose, et que j'avais pas eu peur en fait. C'était censé être une nouvelle horrifique, et à aucun moment je n'ai eu peur. Bon, à un moment j'ai eu peur. Mais sinon, pas du tout. Ce que je trouvais dommage quand même. Et j'avais pas du tout aimé la fin, et j'avais pas aimé comme l'écriture était sophistiquée, mais trop sophistiquée en fait. J'avais l'impression d'arabesque et de
phrase trop longue qui n'allait pas, donc voilà. J'avais pas tellement envie de redonner une nouvelle chance à Henry James parce que, voilà, bon, j'ai quand même The Portrait of a Lady, un de ses romans, dans ma palle, donc forcément j'allais lui redonner une chance à un moment donné. Mais je ne pensais pas le faire maintenant. Je l'ai fait grâce à quelqu'un qui m'a créé une palle et qui m'a dit tiens, The Beast in the Jungle, c'est très bien. Donc voilà, Henry James, tu peux le remercier, sinon je ne t'aurais pas laissé de nouvelles chances. En tout cas pas maintenant. Donc The Beast in the Jungle, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'est une nouvelle et que mon édition ne faisait que 60 pages. Ce serait dommage que je vous spoil. En gros c'est l'histoire d'un homme qui va croiser une femme. Bon jusque là tout va bien. Je vais pas trop vous en dire, mais en gros ils vont nouer une certaine relation. Et on apprend des choses sur cet homme. Alors pas tellement sur cette femme, parce que l'homme est vraiment le personnage principal ici. On va apprendre des choses sur lui, et voilà, je vais pas vous en dire plus niveau intrigue. J'ai beaucoup aimé qu'au fur et à mesure des pages, on se rende compte du tragique de la situation. Et que le lecteur est vraiment comment dire, on va dire que le lecteur en sait plus que le personnage principal. Le lecteur se rend compte de ce qui est en train de se passer, pas du tout le personnage principal. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé... Alors comment vous dire ça sans vous spoiler? Non, je peux pas vous le dire sans vous spoiler. Bref, j'ai beaucoup aimé le tragique de la situation. On va rester là pour l'intrigue. Voilà, c'était... Ça a apporté quelque chose de poétique et d'émouvant au livre. J'ai beaucoup aimé l'écriture cette fois, que j'ai trouvé... alors beaucoup moins alambiqué que dans The Turn of the Screw. Alors je sais pas si du coup c'est vraiment que j'ai pas du tout aimé l'intrigue et les personnages de The Turn of the Screw et donc ça déteint sur l'écriture, ou vraiment si l'écriture était trop alambiquée pour moi à ce moment-là. Mais ici c'était beaucoup mieux. Il y avait quelque chose de vrai et de beau dans le texte, dans les phrases. J'ai annoté l'édition numérique que j'ai lue. Il y avait vraiment des choses qui résonnaient, je sais pas trop comment, enfin voilà, il y a ces moments où la littérature résonne avec quelque chose en nous et je me suis dit ah c'est... Voilà, bravo James, tu as réussi, bravo. Je peux du coup pas vous dire grand chose sur cette nouvelle parce que sinon je vous spoil et ce serait vraiment dommage. Sachez juste que oui, il y a quelque chose de tragique et j'ai beaucoup aimé la fin. Alors je m'interroge d'ailleurs sur la fin, si certains d'entre vous ont lu la nouvelle, venez discuter, parce que je me pose une question sur cette fin. Mais dans tous les cas oui, j'ai beaucoup aimé. Alors il y a un moment donné où j'étais un petit peu, pas agacée contre le personnage, mais j'avais un petit peu envie de le secouer quand même, mais bon voilà. C'était très beau et je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce livre. Et donc je lirai d'autres œuvres de James. Il aura donc d'autres chances. J'ai ensuite lu Edmond d'Alexis Michalik, qui est donc une pièce de théâtre sur Edmond Rostand qui a écrit Cyrano de Bergerac. Et j'ai adoré ce livre. Je l'ai adoré. Je l'ai lu en une soirée, il fallait que je finisse ce livre. Parce que, voilà, je me suis... Alors, j'allais dire c'est assez rare dans des pièces de théâtre, mais en fait pas vraiment, puisque je me suis énormément attachée à Cyrano de Bergerac quand j'ai lu Cyrano de Bergerac. Mais ici je me suis beaucoup attachée à Edmond, et il y a des passages entiers de Cyrano qui sont retranscrits dans Edmond. Et voilà, restons calmes. L'intrigue. En gros, on va suivre Edmond Rostand, qui est un dramaturge qui fait four sur four, enfin qui n'arrive pas à percer dans le milieu du théâtre. Et un jour, Coquelin, il me semble que c'est son nom, va lui commander une pièce, sauf qu'il est censé déjà l'avoir écrite et que ce n'est pas le cas. Et donc c'est là qu'il va écrire Cyrano de Bergerac. Et c'était à la fois très drôle, très beau, très poétique, il y avait des passages magnifiques. Il y avait un moment où j'ai eu les larmes aux yeux, plusieurs moments. Mais alors, les retranscriptions de Cyrano, d'ailleurs j'ai toujours envie de relire Cyrano, parce que c'est si beau. C'est si beau. J'ai aussi adoré du coup cette mise en abîme, puisque là on va écrire une pièce sur un dramaturge qui écrit lui-même une pièce. Voilà. J'ai hâte de voir le film du coup, puisqu'il a été tourné par la suite. C'était très prenant, étrangement. Je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Et quand j'ai refermé le livre, voilà, j'avais envie de le serrer contre moi. C'était beau. C'était beau. La fin vraiment est très belle, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, c'était... Voilà. Oui, alors dans ma chronique, j'ai écrit que c'était l'indécision et les difficultés que rencontrait Edmond pour écrire Cyrano qui m'avait donné envie de continuer à lire la pièce et qui avait rendu cette pièce aussi prenante. Et il y a aussi toutes les difficultés techniques qui s'ajoutent, pas seulement les difficultés, par exemple Edmond seul face à sa page blanche. Et oui, voilà, c'était si beau. Donc voilà, j'ai trouvé que cette pièce était
mélange parfait entre humour et tragique, et que c'était un bel hommage en fait à Cyrano. Donc voilà, j'étais ravie de lire ce livre. Et enfin, dernier livre que j'ai lu pour l'instant, c'est un premier tome de série. D'ailleurs, j'attends le tome 2 pour pouvoir binger la série, parce que j'ai déjà reçu le tome 4. Et je ne trouverai, je pense pas, le tome 3, puisqu'il n'est plus édité et que du coup, quand on le trouve d'occasion, il est à un prix exorbitant. C'est Guardians of Time de Poul Anderson, qui m'a été offert avec cette merveilleuse petite carte. Je ne vous montrerai pas le message à l'intérieur. Donc, Guardians of Time. Alors, je tiens quand même à préciser que, voilà. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire. Que Guardians of Time qui a été traduit en français par La Patrouille du Temps, donc c'est un tome 1. Il y a ici 4 nouvelles, alors il me semble que dans votre édition française, si vous le prenez en français, il y aura 5 nouvelles. Moi je vais chercher la 5e pour pouvoir la lire. J'avais très envie de découvrir cette série depuis un moment, donc quand ce livre est arrivé entre mes mains, je l'ai évidemment commencé tout de suite. Comment décrire cette série? C'est une série de nouvelles, donc c'est une... Alors, chaque tome contient plusieurs nouvelles, ici donc il y en a 4. La première nouvelle, c'est pour présenter en gros l'univers. La mienne s'appelle Time Patrol, mais du coup je ne sais plus comment s'appelle la vôtre. Peut-être la patrouille du temps du coup. On va vous expliquer ce qu'est en fait cette patrouille du temps. On va découvrir le personnage principal qui s'appelle Mance Everard et qui donc est recruté. On découvre l'académie de la patrouille du temps. Oh mon dieu. J'ai trop envie d'être une patrouilleuse. Recrutez-moi, s'il vous plaît. Donc on va découvrir l'académie, on va découvrir le fonctionnement du voyage dans le temps. Et c'était top, c'était juste top. J'avais envie d'être dans cette première nouvelle, de faire partie de l'univers, de faire partie de ce groupe, parce qu'évidemment il y a non seulement le voyage dans le temps, mais il y a aussi le trope du groupe, que j'adore, vous le savez. Et donc le trope de l'académie, l'école magique entre guillemets. Trop bien. On va se retrouver à différentes périodes. Alors je ne sais plus dans quelle période on se retrouve dans le tome 1 parce que dans le tome 1, dans la première nouvelle, parce que je l'ai déjà oublié. Voilà. Je pense qu'on est au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va donc se retrouver dans donc Seconde Guerre mondiale. Il me semble qu'on est en Iran à un moment donné. On va aussi se retrouver dans un autre continuum espace-temps où Rome n'a pas vaincu Carthage. Et on va aussi se retrouver en Amérique. Le but de Mance à chaque fois est de conserver notre continuum espace-temps, donc c'est-à-dire que tous les grands événements historiques se soient vraiment réalisés. C'était top. Voilà. Alors, Mance est un personnage assez stéréotypé. Pour autant, je l'ai beaucoup apprécié, je pense qu'il évolue de toute façon au fil des tomes. Les femmes dans ce recueil de nouvelles, on va dire qu'elles ne brillent pas. Elle ne brille pas, voilà, on va juste dire ça, elle ne brille pas. Ce ne sont pas vraiment des... Enfin, elles n'ont pas vraiment d'importance particulière et voilà, ce sont surtout des personnages secondaires qui sont elles-mêmes centrées sur les personnages masculins. Voilà. Donc un peu stéréotypé, mais bon, on va dire que c'est excusé parce que cet univers est top et que on en apprend à la fois sur l'histoire et... Alors, on nous explique au début comment fonctionne le voyage dans le temps. C'est logique. Il n'y a pas d'espèce de truc scientifique un peu bizarre. Et pour autant, ça peut être un peu compliqué pour notre esprit de le concevoir, on va dire. Et on a aussi l'histoire des Danéliens, mais je ne vais pas vous en dire plus, vous découvrirez par vous-même. Ma nouvelle préférée dans ce recueil, c'était la première, parce que voilà, on découvre comment ça fonctionne, on découvre l'académie. Et j'ai aussi beaucoup aimé la dernière, puisque là on se concentre du coup sur un espèce de monde alternatif, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai hâte que mon tome 2 arrive, je pense qu'il arrive bientôt. Il s'appelle Time Patrolman. Et il est... Alors je crois pas qu'il soit beaucoup plus long que ce tome-là. Alors ce tome-ci faisait 160 pages. Le tome suivant en fait 250 quand même. Il me semble que le tome le plus long, c'est le tome 4 qui fait 400 pages. Et le tome 3, lui, est tout petit. Et n'a pas été réédité, donc bon voilà. Il fait 160 pages, voilà, comme celui-ci. Voilà, donc je suis ravie d'avoir commencé cette série, je vais tenter de la binger quand le tome 2 arrivera, et je ne peux que vous la recommander, évidemment. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Si, oui, j'ai aussi noté le côté action, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'action dans cette série.
Et voilà, ce sont tous les livres que j'ai finis en ce début d'année. Il y a aussi des livres qui sont en cours. Donc j'ai commencé l'anthologie de la poésie française éditée par Georges Pompidou, que je me traîne depuis un moment, mais je la lis doucement parce que voilà, j'ai envie de lire d'autres livres entre temps. Je suis aussi en train de lire LTI, la langue du Troisième Reich de Victor Klemperer, qui m'a également été prêté. Et c'est passionnant. Mais c'est aussi... comment dire, il y a aussi des passages assez émouvants. Parce que Klemperer était un juif allemand. Et du coup, forcément, ça se passe pas hyper bien pour lui dans l'Allemagne nazie, vous vous doutez. Sinon, j'ai aussi pas mal de livres à lire, mais je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a beaucoup. Et je n'en lis pas d'autres pour le moment, à part un recueil de poèmes que j'ai reçu en service presse, qui s'appelle, je ne me souviens plus parce que j'ai une mémoire de folie, You Are Your Own Fairy Tale, Book 3, Unlock Your Storybook Heart d'Amanda Lovelace, que j'adore Amanda Lovelace, donc je suis ravie de le lire. Et j'ai aussi commencé à lire, alors j'ai juste lu la note de l'auteur pour l'instant et je vais commencer le prologue après, A Song for Our Bone de Guy Gabriel Kay pour le Challenge SFF, puisque c'est une des recommandations du mois. Je suis pas sûre de le finir ce mois-ci, mais on va tenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je pense qu'elle est un petit peu longue. Je ne suis pas sûre de m'être étendue sur les livres autant que d'habitude, mais vous avez quand même une vidéo, je vous ai quand même parlé de livres, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Dites-moi si vous avez lu ces livres, dites-moi si vous avez envie de les lire, et je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Bye.